Maïté Molina Marmol qui va nous parler des niños pendant la guerre civile espagnole, déplacement et placement, le cas de la Belgique, donc c'est une autre communauté. Voilà, bonjour à tous. Je pense que finalement le fait qu'on ait dû réaménager la journée, ça tombe plutôt bien. D'une part parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans l'exposé de Sofia qui sont très révélatrices. Enfin, d'une part, je trouve qu'il faut souligner que la présence espagnole en Belgique, qui a été beaucoup moindre que l'italienne, est consécutive justement à la catastrophe du bois du Casier, qui a interrompu en fait l'échange Italie-Belgique de travailleurs contre charbon. Et c'est à ce moment-là que l'Espagne franquiste a signé un premier traité de main-d'œuvre avec une puissance européenne pour que des Espagnols arrivent et remplacent la main-d'œuvre italienne dont l'arrivée était interrompue en fait. Du moins l'envoi officiel, disons. Alors moi aujourd'hui, bien que j'ai essentiellement travaillé sur cette immigration économique, je ne vais pas vous parler de cette vague migratoire, mais d'une arrivée antérieure qui est celle de l'exil en fait, consécutif à la guerre civile. Alors ce qu'il faudrait aussi préciser, et je pense que ça répond là aussi à l'exposé de Sofia, c'est qu'à nouveau, la distinction exil politique, immigration économique, en ce qui concerne l'immigration espagnole, est floue. Du fait en fait du contexte, du dénominateur commun que constitue le cadre dictatorial du pays d'origine et la politisation importante de la population. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des réfugiés politiques qui arrivaient en Belgique, qui ne se déclaraient pas comme réfugiés pour ne pas justement être surveillés par la police. Inversement, il y avait des personnes qui quittaient l'Espagne parce qu'elles ne trouvaient pas de travail. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne trouvaient pas de travail? Parce qu'elles venaient de familles désignées comme rouges. Donc là, à nouveau, les distinctions se brouillent un petit peu. Donc voilà, pour en revenir donc, à l'objet de mon intervention, avec l'arrivée de ceux qu'on a appelés les niños de la guerra, les enfants de la guerre en Belgique, on se trouve tout à fait dans le contexte d'un déplacement de population dans un contexte violent, qui est celui d'une guerre qui est souvent désignée comme fratricide. Alors là, je vous cite un extrait d'un poème d'Antonio Machado, qui est un peu précité partout dans les mémoires sur la guerre civile, etc. C'est toujours ce qui est mis un peu en entrée des chapitres. Et donc, un extrait de ce poème dit Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Donc, petit espagnol qui vient au monde, Dieu te garde, une des deux Espagnes te gèlera le cœur. Donc, on a vraiment cette image de la guerre civile comme d'une guerre qui a déchiré les familles. Là, je cite Alfred Fabre-Luce, qui est repris par Émile Témine, et qui dit que pour les Espagnols, la guerre représente avant tout un déchirement à la fois national, familial et personnel entre deux Espagnes. Donc la particularité ici, c'est qu'on est dans un déplacement de population qui n'est pas vécu, disons, enfin qui n'est pas une espèce de sanction de mise à l'écart, enfin c'est une mise à l'écart mais dans un but de protection d'une partie de la population qui est celle considérée comme étant la plus faible, qui est celle des enfants. Donc en fait, dans le contexte de cette guerre civile, parallèlement des déplacements internes de population sur lesquels je reviendrai, le gouvernement républicain en est arrivé à faire un appel international pour que des pays accueillent des enfants espagnols. Les pays suivants vont répondre à cet appel, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, la France, le Mexique, les Pays-Bas et l'URSS, et la Suède et la Norvège vont, elles, financer des colonies d'enfants en France. Alors je voudrais aussi ici spécifier une des particularités de la Belgique dans ce cadre, c'est que l'arrivée des niños de la guerra constitue la majeure part de l'exil espagnol consécutif à la guerre civile en Belgique. C'est-à-dire que contrairement à la France, qui se voit l'arrivée d'une masse de réfugiés, en Belgique, il y a seulement 790 personnes qui s'installent entre 35 et 39 d'origine espagnole, par les enfants de la guerre. Alors très rapidement, je pense qu'il est bon de rappeler un peu le contexte de cette guerre civile.
qui est celui en fait de la sortie de l'Espagne d'une dictature en 1931 avec l'avènement de la Deuxième République, qui est constituée d'une large coalition de partis, sauf extrême droite et anarchistes, et qui entreprend en fait, après les élections de 1931, d'appliquer toute une série de nouvelles lois, notamment sur le divorce, sur la réforme agraire et sur l'enseignement laïque. Or, en 1933, cette coalition est déroutée aux élections de 1933 et une année après, la Confédération des droites autonomes espagnoles accède au pouvoir et revient sur ses acquis sociaux, ce qui déclenche un mouvement insurrectionnel à Madrid, à Barcelone et surtout dans les Asturies, ce qu'on a connu comme la commune asturienne, et qui va être réprimé par des généraux, dont Franco. Suite à cette insurrection en fait, et à sa répression, la gauche comprend la nécessité de se regrouper, de se rassembler et se constitue en Front populaire en octobre 1935 et gagne les élections en 1936. Donc dans ce cas, on a vraiment une polarisation des forces politiques. Et en fait, l'assassinat d'un leader monarchiste, José Calvo Sotelo, à Madrid en juillet 1936, sert de prétexte au soulèvement militaire du 17 juillet, à la tête duquel se trouve notamment le général Franco, qui se trouve à ce moment-là au Maroc, dans le protectorat du Maroc. Donc, en fait, la guerre se caractérise, enfin, elle a vraiment deux côtés, une face interne qui est marquée par la division de la gauche, donc vraiment un déchirement interne, alors que la droite s'unit très rapidement dès 1937 avec la création de la Phalange. Et au niveau international, il y a le fameux pacte de non-intervention qui est conclu assez rapidement dès 1936 entre les puissances occidentales, alors que l'Italie et l'Allemagne nazie vont apporter leur aide à Franco. Il faut alors juste souligner dans ce cadre l'aide matérielle de l'URSS contre rémunération et surtout l'arrivée des brigades nationales. Alors l'exode de Catalogne en janvier 1939 marque la fin de la guerre et un exil final dans une certaine débâcle. Mais avant cet exil, il y a eu déjà toute une série de déplacements de population liés aux évolutions du front en Espagne, notamment la chute du front nord en 1937, puis celle de Madrid. Louis Stein, qui a travaillé sur l'exil espagnol, dénombre pas moins de 5 mouvements d'émigration, enfin d'exil disons, mais externe à l'Espagne, pendant la guerre. Alors la France, en juin 1938, ferme d'abord ses frontières, enfin, elle accueille d'abord ces vagues d'émigration, en juin 1938 elle décide de fermer ses frontières, et ensuite elle les réouvre, mais avec l'exode de 1939, les Espagnols sont en fait parqués dans des camps de concentration, donc les célèbres camps sur la plage, Saint-Cyprien, Argelès, etc. Et ils y restent pendant pas mal de temps. Et alors, on leur propose à leur sortie plusieurs solutions, soit le retour en Espagne, franquiste, soit l'exil, beaucoup partiront vers l'URSS, vers le Mexique ou d'autres pays d'Amérique du Sud, soit le séjour en France, mais alors avec l'implication dans des compagnies de travailleurs étrangers ou dans la Légion étrangère. Et dans les faits, ceux qui vont rester en France vont s'impliquer très fort dans la résistance. Au niveau de la Belgique, dès 1937, le gouvernement belge s'inquiète de l'arrivée possible de réfugiés espagnols qui pourraient constituer un problème de sécurité publique. Néanmoins, donc la Belgique va participer à l'accueil des enfants de la guerre. Alors je vais y revenir tout de suite. Il faut juste souligner que le bilan de cette guerre est lourd pour l'Espagne, avec la perte de 500 000 victimes directes, 300 000 immigrés permanents. C'est finalement la perte de 800 000 vies humaines et l'élite de la nouvelle génération qui disparaît. Plus précisément en ce qui concerne les enfants, Ramon Salas Larrazabal donc avance les chiffres suivants. 138 000 enfants meurent directement
Et il y a une véritable chute de la natalité avec 550 000 naissances en moins que ce qui était escompté. Et alors il faut ajouter pour ces enfants, pour ceux qui restent, disons, la perte des parents qui sont partis sur le front et le vécu de conditions matérielles très difficiles. Alors, donc j'en arrive au cœur du sujet, qui est l'exil des enfants de la guerre. Donc, les enfants, dans le contexte de la guerre d'Espagne, sont les premiers, la plus importante tranche de population à être touchée par les déplacements. En 1937, il existe 564 colonies en Espagne qui accueillent 45 248 enfants. La plupart d'entre elles sont situées dans la Catalogne et dans le Levant. Parallèlement à ces déplacements intérieurs, il y a des évacuations qui commencent très tôt. Dès septembre 1936, il y a une première évacuation et celles-ci ne deviennent organisées qu'en mars 1937 avec un premier départ d'enfants vers l'URSS et l'île d'Oléron en France. Et celles-ci vont s'intensifier, donc ces évacuations organisées après le bombardement de Guernica et l'appel du gouvernement basque à la solidarité internationale, disons, pour accueillir ces enfants en avril 1937. Donc en avril 1937, il y a une évacuation de 20 000 enfants vers la France. Donc il y a l'évacuation de 20 000 enfants, donc 15 000 sont envoyés en France et une partie de ceux-ci seront rapatriés vers d'autres pays, donc un tiers, environ 6 000 de ces enfants, vers la Belgique, l'URSS et la Suisse. Donc en 1938, avec l'avancée des troupes de Franco, ce qui se passe, c'est que les colonies espagnoles, d'abord sont surpeuplées et ensuite elles perdent le caractère, les activités d'assistance et d'éducation pour lesquelles elles avaient été mises en place initialement et elles deviennent de simples refuges. À ce moment-là, les évacuations vers l'étranger s'intensifient. En France, qui accueillera finalement 20 000 enfants, en Belgique, en Angleterre, où seront accueillis 4 000 enfants, en URSS 2900, et puis dans des pays en moindre mesure, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suisse. Au Mexique arrivent 450 enfants qu'on appellera les Niños de Morelia, qui sont la ville dans laquelle la population mexicaine va les accueillir. En fait, le président mexicain de l'époque avait vraiment montré un grand intérêt pour apporter de l'aide à ses enfants. Alors il faut préciser qu'au départ, beaucoup de parents espagnols ne veulent pas se séparer de leurs enfants et les envoyer dans des colonies. Ce qui fait que les institutions républicaines en arrivent à diffuser des pancartes pour conseiller aux parents de se séparer momentanément de leurs enfants, de les mettre à l'abri du front. Mais ce n'est finalement que la panique consécutive au bombardement qui décidera ceci. Donc en tout, pendant la guerre, sont évacués environ 30 000 enfants et 70 000 lors de l'exode final. Donc en Belgique, la plupart des enfants arrivent en train ou en car et ils ont préalablement transité par la France. La toute première arrivée date de 1936 déjà. Ce sont 25 enfants qui arrivent en Belgique. Mais les deux grandes vagues principales, en fait, correspondent à la chute du front nord en 1937 et puis l'exode final de 1939. Donc en tout, 5130 niños sont accueillis en Belgique. Alors la particularité de l'accueil en Belgique, elle est la suivante, c'est-à-dire que, excepté en URSS et au Mexique, où l'accueil est vraiment gouvernemental, disons, donc pris en charge par des institutions publiques, dans les autres pays, dû au pacte de non-intervention, ce sont plutôt les organisations syndicales, les partis, les organisations religieuses qui vont prendre cet accueil en charge. La particularité de la Belgique dans ce cadre, c'est qu'à partir d'un certain moment, je pense que c'est 1938, le gouvernement va accorder aux parents qui accueilleront des enfants dans leur famille des allocations familiales. Alors, deuxième particularité, l'accueil en Belgique est polarisé, disons, idéologiquement. D'un côté, on a l'œuvre catholique des enfants basques du cardinal Van Rooij. De l'autre, on a les milieux de gauche, principalement le Parti ouvrier belge, les femmes prévoyantes socialistes
qui vont s'unir en fait avec le Parti communiste et d'autres organismes de gauche pour créer en 1936, à la fin de l'année 1936, le Comité national pour l'hébergement des enfants espagnols. À côté de ces deux, disons, pôles, il y a des institutions qui se veulent neutres, enfin, qui sont désignées comme neutres, comme la Croix-Rouge, qui a mis en place un comité neutre d'assistance aux enfants espagnols. Alors au niveau des chiffres, en fait, disons, le pôle de gauche va accueillir environ la moitié des enfants des Niños de Belgique, 2500. Le secteur catholique s'occupera d'environ 1200 et les 1000 qui restent seront pris en charge par la Croix-Rouge ou d'autres organismes comme le Secours Rouge International, le groupe espagnol pour la défense de la République, qui était vraisemblablement lié à l'ambassade espagnole, donc républicaine, ou encore au département d'assistance sociale du gouvernement d'Euskadi, qui collabore avec le Home Belko Basque de Marchand, dans la région de Liège. Alors dans les archives, on trouve aussi mention de l'arrivée clandestine d'enfants, donc ils n'auraient été pris en charge par aucune organisation reconnue. Voilà, c'est peut-être un point à creuser parce que je n'en ai pas trouvé trace dans la littérature. Alors la particularité aussi, l'accueil en Belgique s'est fait soit dans des colonies, soit dans l'installation des enfants dans des familles. Donc au niveau du Comité national pour l'hébergement des enfants, donc qui est plutôt lié au POB, les enfants étaient d'abord répartis dans des colonies, donc certaines étaient sur la côte, comme le Home Emil van der Velde, pour être rétablis, soignés, ils arrivaient souvent malades. Et ensuite, on propose aux familles de les parrainer. Donc ces parrainages sont de différents types. Soit, disons, parrainer particulièrement un enfant qui est dans une colonie, soit l'accueillir, ce qui s'est soldé parfois par une adoption définitive. J'y reviendrai. Alors, ce placement dans les familles a aussi posé des problèmes du fait qu'il y avait une nette préférence en fait des familles belges pour les petites filles, donc les enfants jeunes et les filles. Donc ce qui arrivait, c'est que souvent les garçons plus âgés ne trouvaient pas de famille où être accueillis. Et alors aussi la séparation des fratries, les frères et sœurs étaient séparés, ce qui était assez douloureux après déjà l'expérience de la séparation avec les parents. En ce qui concerne l'œuvre du cardinal Van Rooij, donc l'œuvre des enfants basques, la particularité est que d'abord il y avait certains enfants qui arrivaient accompagnés de prêtres basques qui étaient exilés volontaires. Donc ça c'est dû en fait à la position particulière du clergé basque qui s'est opposé à Franco. Et donc il y a une partie de l'église espagnole qui était plutôt favorable à la croisade nationaliste. Et alors il y a aussi des délégués de cette œuvre qui ont été envoyés en France pas pour choisir, mais disons pour rassembler des enfants dans les colonies et pour les emmener en Belgique. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait 3 conditions qui étaient posées à l'accueil. C'est-à-dire que les organisations basques n'interviendraient pas dans la gestion de ces enfants, disons dans la gestion de l'accueil de ces enfants. L'œuvre du cardinal Van Rooij ne prenait pas en charge le transport, donc il fallait qu'une autre organisation prenne en charge le transport, et en fait il était nécessaire que les enfants arrivent en bonne santé. Par contre, ce qui est particulier, donc ces enfants ont été donc accueillis par le pôle catholique, ont été plutôt placés dans les régions de Bruxelles, d'Anvers et de Malines. Et la particularité, c'est qu'un tiers des familles catholiques adoptives, entre guillemets, que ce soit temporaire ou non, ont adopté ou accueilli plus d'un enfant pour ne pas séparer les frères et sœurs. Quant aux garçons plus âgés qui parfois ne trouvaient pas de lieu où être accueillis, ils étaient répartis dans des organisations catholiques par demi-douzaine. Alors dans les familles, des problèmes se posaient parfois au quotidien. Donc à un moment donné, dans la presse de gauche, les organisations syndicales ont rappelé aux familles d'accueil de ne pas mettre les enfants en cours de religion à l'école. À l'inverse, dans les archives, j'ai retrouvé la lettre d'une mère qui s'adressait aux parents, à une institution en se plaignant que les parents d'accueil de sa fille étaient socialistes et de plus tenaient un café.
donc elle voulait absolument qu'on la sorte de là. Certains témoignages rapportent que dans certaines familles, le fait d'adopter un enfant, une petite espagnole, c'était aussi avoir une domestique docile et contrôlée et contrôlable à la maison. Dans les archives, on retrouve aussi la lettre d'une mère qui se plaint que sa fille est malade, qu'on ne la soigne pas et qu'on la fait travailler. Donc voilà, je veux dire, il y a eu solidarité indéniablement, mais il y a aussi parfois des témoignages qui apportent un petit bémol. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a eu une transition de correspondance via la Belgique. Donc c'est-à-dire que les enfants qui étaient exilés en URSS ne pouvaient pas communiquer avec leur famille, puisque le régime franquiste ne laissait pas rentrer leurs lettres. Donc en fait, ces lettres arrivant en Belgique, elles étaient placées dans une deuxième enveloppe et renvoyées en Espagne, où là, elles pouvaient arriver aux familles des enfants accueillis en Union soviétique. Donc l'évacuation des Niños de la Guerra a d'emblée été conçue comme temporaire, mais assez rapidement, il y a des cas différents qui sont présentés, donc de l'exil en famille, où les enfants étaient accompagnés, mais il y a aussi des parents qui sont assez rapidement intervenus auprès des familles d'accueil en leur demandant de ne pas renvoyer les enfants, à cause des conditions que connaissait l'Espagne à l'époque. À nouveau, les différences se font aussi selon les pays. Si la plupart des pays ont collaboré au rapatriement des enfants, ça n'a pas été le cas du Mexique et de l'URSS qui n'entretenaient pas de relation avec l'Espagne franquiste. En Belgique, ces rapatriements ont commencé relativement tôt de la part des organisations catholiques et concrètement dès 1937 avec la chute du Front Nord. En fait, le pape de l'époque a fait pression sur le cardinal pour qu'il y ait renvoi de ses enfants que Franco réclamait également. Plus tard, à partir de la moitié de l'année 1939, et alors après, avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les autorités belges qui vont commencer à s'inquiéter du sort des enfants, de leur sécurité. Ils sont bientôt là depuis 2 ans. Et à partir un peu avant l'invasion allemande, les autorités vont faire pression pour faciliter et accélérer le rapatriement. Au départ, la gauche qui s'est chargée de l'accueil des enfants, en partie, n'est pas très favorable au rapatriement. Elle refuse d'avoir un contact avec les autorités franquistes et ce n'est qu'à partir du moment où le gouvernement belge désigne de manière officielle la Croix-Rouge et la commission neutre pour le rapatriement des enfants espagnols que la gauche accepte de participer, mais elle se limite à rassembler les enfants et pas à gérer le rapatriement. De plus, il y a aussi une prise de conscience par les partis, les organisations syndicales, des difficultés à venir avec non seulement le chômage, mais surtout l'envoi au front des hommes et donc des difficultés économiques auxquelles vont être confrontées les familles. Alors, ce qui est intéressant les archives, montrent le souci des autorités belges de rassembler des informations précises et fiables sur les enfants avant de les renvoyer et la difficulté à obtenir ces informations. Et alors, il y a quelques enfants qui ont complètement perdu la trace de leur famille biologique à ce moment-là. Alors, un autre point intéressant à souligner, c'est qu'en Belgique, dès 1934, est organisée la phalange espagnole. Et cette phalange espagnole, qui va collaborer avec l'occupant allemand, qui va avoir une activité particulièrement intense pendant la Deuxième Guerre mondiale, va prendre en charge des rapatriements ultérieurs d'enfants. Et donc les archives montrent notamment une expédition en août 1943. Donc finalement, il y a un peu plus de 1300 niños qui vont rester en Belgique et qui vont être adoptés par leur famille. Une partie d'entre eux, après la Deuxième Guerre mondiale, va constituer un noyau militant antifranquiste et une partie de ceux plus âgés vont même participer à la résistance en Belgique. Alors au niveau des plus psychologiques, disons,
Il faut souligner que cette deuxième guerre va constituer un traumatisme pour beaucoup d'enfants qui revivent celle dont ils sont à peine sortis. Mais par ailleurs, cette deuxième guerre a aussi peut-être permis une identification plus importante avec la Belgique, le vécu traumatique de la deuxième guerre étant peut-être venu tamponner celui consécutif à la première. Dû au rôle de protection joué par la Belgique, très peu sont retournés en Espagne. Et il est intéressant de voir que certains de ceux d'exilés qui sont retournés s'installer en Espagne le font presque en colonie, où ils se rassemblent en fait, et ils se retrouvent dans les mêmes endroits. Et parfois, certains sont retournés plus rapidement, mais sont revenus à cause des difficultés matérielles, donc sont revenus comme émigrés économiques. Donc, pour parler un peu de l'importance de ce phénomène, de la visibilité qu'il a pu avoir, il faut souligner la grande solidarité finalement de la population belge qui a soutenu, qui a accueilli directement, mais qui a aussi financé le séjour de ces enfants dans les Haumes. Donc au niveau de la région de Liège, il y a des travaux plus spécifiques qui ont été réalisés. Le Parti ouvrier belge a vraiment démontré une grande solidarité envers les enfants et la République espagnole, allant jusqu'à s'opposer à sa direction, qui participait à un gouvernement qui cautionnait la politique de non-intervention. Plus concrètement, les sections de parti et les sections syndicales ont organisé des sorties collectes, des collectes de fonds aux sorties des usines, des meetings, des manifestations, ont placé des troncs de collecte dans les maisons du peuple et les magasins de l'Union coopérative pour récolter des fonds pour ces enfants. Parallèlement, dans la presse, il y a régulièrement à l'époque des appels pour apporter de l'aide aux enfants, de l'aide matérielle ou pour les accueillir. Et par contraste, il semble que leur départ se soit fait dans une plus grande indifférence, mais c'est aussi le contexte des débuts des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale, et donc la population se tourne peut-être vers d'autres préoccupations. C'est intéressant de signaler aussi que dans les archives, on retrouve des traces des 37 du gouvernement qui se dit d'accord pour l'accueil de ces enfants à condition qu'ils ne participent pas aux manifestations politiques. Donc là, à nouveau, on a cette volonté de contrôle, même quand il s'agit d'enfants. Donc, ces enfants se sont intégrés au point que souvent ils ont oublié leur langue, mais il est resté à certains un attachement à leur culture, à l'histoire de l'Espagne, et aussi parfois à la cause républicaine. Alors c'est assez drôle de constater. Il y a une organisation qui s'était créée à Liège qui s'appelait l'Agrupación Republicana Española de Liège, donc le Rassemblement républicain espagnol de Liège, dans les années 40, où dans ce rassemblement on proposait des cours d'espagnol qui étaient destinés en fait aux enfants de la guerre qui avaient oublié cette langue. Mais finalement, en fait, ces niños ne se sont retrouvés que très tardivement, c'est-à-dire qu'à partir de 87, à Liège va se constituer une association d'enfants de la guerre qui, en fait, célèbre le 50e anniversaire de leur arrivée, en l'occurrence à une usine à Micherou, dans une société coopérative où ils ont résidé quelque temps avant d'être répartis dans des familles. Et c'est una niña qui est députée socialiste et qui va organiser une exposition, et à partir de là, il va y avoir rassemblement et activités en commun. En 92, un peu plus tard, une deuxième association se crée à Bruxelles, et en 86, c'est en Espagne l'association des enfants basques évacués en 37 qui voit le jour. Donc dans cet intervalle, entre 87 pour la première date, enfin 86 plutôt, et aujourd'hui, on a un intérêt croissant pour cette histoire qui se manifeste. Donc en Espagne, on a la publication en 91 de la thèse de Jesús Alonso Carballes qui a travaillé sur l'exil des enfants basques en France et en Belgique. On a toute une série de manifestations qui sont organisées par des fondations qui sont en fait liées aux syndicats espagnols, qui organisent des expositions, qui tournent des documentaires, qui recueillent des témoignages.
Et en Belgique, le premier travail sur les enfants se fait par le biais de la guerre civile, qui est un thème très symbolique et très exploité. En 87, donc il y a la publication d'un article qui donne cours en fait qui donne lieu à la publication de 2 ouvrages plus communautaires, c'est-à-dire écrits par des niños eux-mêmes, mais dans une perspective historique. En 2002, on a le lancement d'un projet, l'exil espagnol en Belgique, qui va donner lieu à des accords entre le CEGES et l'AMSAD, qui ont des archives concernant les niños, qui vont les digitaliser et les donner, faire une donation au Centre de la mémoire historique de Salamanque. Et suite à ce projet, il y a aussi un documentaire qui est tourné par José Luis Peñafuerte. En 2007, il y a la publication, une publication de Hilde Pauwels, qui reprend en fait un travail qui est réalisé dans les universités, mais qui est jusque-là cantonné à des mémoires de fin d'études, qui ne sortent pas vraiment des bibliothèques. En 2009, l'Institut liégeois d'histoire sociale reprend l'exposition organisée par les Niños. Il y a une descendante de Niños qui a un projet de thèse sur cette thématique. Il y a également le Foro de la Memoria qui a lancé un projet espagnol dans la Deuxième Guerre mondiale qui vise à recueillir des témoignages. Donc on voit cette histoire et enfin, il y a beaucoup d'intérêt pour cette histoire, mais là je pense déjà qu'on s'intéresse à la thématique de la mémoire qui sera l'objet d'un colloque ultérieur. Donc je voudrais juste finir avec un extrait de lettres d'un niño de la guerre à ses parents. Donc ces lettres, en fait, c'est au Centre de documentation de la mémoire historique de Salamanque. Témoignent de leur succès, c'est que celles-ci ont été imprimées, donc normalement elles sont digitalisées, elles ont été imprimées et reliées. Donc il y a tellement de gens qui demandent à les voir que les archivistes ont eu cette démarche. Et donc cette lettre, elle est très touchante par son écriture enfantine. Il aurait fallu que je la mette sur un PowerPoint. Par son écriture enfantine, phonétique, les fautes d'orthographe. Et donc je vous la lis en espagnol et puis je vous la résume. Donc c'est Daniel qui écrit à ses parents en 37 et qui dit: Daniel, Jesús, vamos a la escuela de mi papá de la casa que estoy. Donc Daniel et Jesús, nous allons à l'école du papa où nous sommes, donc du monsieur chez qui nous sommes accueillis. Y sabemos hablar en belga, nous savons parler le belge. Je pèse 41 kilos et Daniel 27. Maman, dime a ver si he hecho el bautismo que yo no me acuerdo. Maman, dis-moi si j'ai fait mon baptême que je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. 1 million de bisous, Daniel. Voilà. Merci. Une réflexion pour embrayer le débat ou une question. En fait, vous avez parlé de la phalange espagnole en Belgique. J'ai cru comprendre qu'il y avait une tentative de mainmise sur les groupes d'enfants. Mais est-ce que, justement, avant que ne se réveille, on peut dire, le mouvement de mémoriel, donc à la fin des années 80, j'imagine qu'il y avait aussi, face à cette, face, on peut dire, aux ambassadeurs du franquisme en Belgique, des groupes d'adultes politisés, représentants du Parti communiste, des républicains ou des anarchistes, qui eux-mêmes essayaient d'empêcher les tentatives de mainmise de la phalange espagnole. C'est à ce niveau-là que je ne situe pas très bien ce qui s'est passé. Donc en fait, je me suis peut-être mal exprimée. En fait, il n'y a pas vraiment une tentative de mainmise, mais ce que je trouvais intéressant, c'est l'intérêt pour la phalange, pour ces enfants. Donc je pense que ça a été assez ponctuel, ces entreprises de rapatriement gérées par la phalange, mais bon, elles ont existé. Alors concernant les groupes politiques, donc la constitution des groupes politiques espagnols, elle existe, elle est même antérieure à la guerre civile, puisque dans les années 20, il y avait déjà une dictature. En Espagne, il y a des tout petits groupements politiques qu'on trouve déjà à Bruxelles, à Liège, donc en Belgique. Mais elle va vraiment se développer avec l'arrivée, puisque l'exil reste peu important et que les enfants sont globalement jeunes et vont très vite les Niños plutôt vont s'intégrer à la société belge. Il faut vraiment attendre l'arrivée de l'immigration économique pour que ces groupes politiques se développent et prennent une action d'ampleur.
Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, les niños vont avoir peu de relations avec les immigrés économiques. Puisque moi, je pense que la constitution d'association, c'est aussi la prise de conscience d'une identité collective qui se manifeste finalement très tard, puisque ce n'est qu'en 87. C'est plus des niños. Oui, voilà, exactement. Mais on les appelle toujours comme ça les fait sourire, mais oui. D'autres questions? Je voudrais savoir ce que sont devenus les enfants accueillis dans l'Union soviétique. Alors, il y a une grande littérature là-dessus, mais je dois avouer que je ne connais pas, je n'en ai pas une connaissance précise, mais bon, il y a eu pas mal de publications, et enfin, c'est d'ailleurs souvent, je pense, par là qu'on a commencé à s'intéresser aux niños, dû les conditions particulières dans lesquelles ils étaient. Je sais qu'ils étaient placés dans des colonies d'abord. Enfin, j'ai lu en fait plutôt des témoignages, j'ai lu ces fameuses lettres qu'ils envoyaient où ils expliquaient un peu leur vie, mais où on ressent aussi à travers ces lettres peut-être un carcan qui était peut-être imposé. Ils reviennent souvent sur les manifestations lors desquelles on les accueille, les drapeaux, les tambours, etc. Donc on a l'impression aussi que derrière ça, il y a un peu une... Est-ce qu'ils sont revenus ou est-ce qu'ils sont restés là? Ils sont restés là, puisque, oui, non, ils ne sont pas revenus, non. Il n'y avait pas de relation, l'URSS a refusé en fait. Hein. Donc ils se sont intégrés à la société soviétique. Oui. Et on est fait. Pardon? Et on est fait. Ils sont 1300 à être restés, et ceux... Pardon? Soit les au Mexique. Au Mexique. Au Mexique, ah, oui, ils sont restés au Mexique également, pardon. Et au Mexique, il y avait vraiment une école spécifique qui a été créée pour eux, pour les former à des métiers d'intellectuels, et je pense qu'en Union soviétique, ça a été le cas aussi en partie. Mais il y a quelque chose qui... C'est-à-dire que au début, moi j'aurais pu penser que c'était des orphelins. Mais en fait non, ils étaient séparés de leur famille. Oui. Mais leur famille restait en Espagne. Oui. Et alors il y a parfois des enfants qui retournent en Espagne et qui retrouvent un pays qu'ils avaient idéalisé aussi, etc., qui est très pauvre, où il y a vraiment une misère, et alors des relations avec une famille qui sont parfois difficiles aussi. Donc il y a des retours qui se font, qui se passent bien, mais il y a aussi parfois une totale incompréhension. Mais je pense que c'était difficile de retourner sous l'ère d'autarcie de l'Espagne, donc jusqu'au milieu des années 50. C'était difficile de retourner en Espagne. Hein. Il n'était pas question de faire du tourisme encore. Parce que dans les années 60, je dis ça parce que dans les années 60, il y a des réfugiés politiques justement qui ne s'étaient pas déclarés comme réfugiés, qui ont pu retourner comme ça, mais en prenant de gros risques, puisqu'il y en a qui vont être aussi arrêtés. Et il y a des niños qui profitent à ce moment-là pour aller connaître le pays. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont cachés totalement leurs parents étaient morts? Oui. Et les envoyer ailleurs pour qu'ils échappent à la guerre alors? Donc je pense qu'il y avait les deux. Il y avait les enfants qui avaient perdu les parents, dont les familles, les collatéraux confiés à des colonies. Mais je pense que les premiers envois dans des colonies, c'est simplement pour écarter les enfants du front. Donc quand on les envoie en Catalogne ou dans le Levant, c'est pour qu'ils continuent à aller à l'école finalement, pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils soient pris en charge. Donc les parents les écartent du front. Mais à un moment donné, ces colonies vont être surchargées, et donc c'est un peu dans la précipitation aussi que ces départs. Il y a vraiment les deux. Il y a aussi des départs du nord de l'Espagne qui se font dans des bateaux. Je veux dire, où les parents donnent aux frères, j'ai déjà entendu, donc, on a les frères et sœurs plus grands qui sont sur le bateau, et le bébé dans les bras de la mère le donne au frère ou à la sœur. Donc, il y a vraiment différents cas qui se présentent. Quelle est plus ou moins l'attitude du gouvernement de Vichy à propos de ces colonies en France? C'est Parce qu'à partir de 1940, il y a ce nouveau gouvernement de Vichy qui va en fait collaborer avec Franco et avec les idées. Donc en France,
il y a eu déjà la particularité que ça a été un espèce de passage vers beaucoup d'autres pays, donc vers la Belgique, donc c'était un peu la terre d'accueil en urgence. Une fois qu'ils arrivaient en France, ils étaient dispatchés ailleurs, parfois même vers l'Amérique du Sud. Je pense aussi qu'ils étaient répartis dans d'autres régions de France, donc il y a aussi des Niños qui ont été envoyés à Paris notamment. Et alors concernant les colonies, je ne sais pas vraiment, enfin je pense que ça a été assez... en 1939, je pense qu'une grande partie des enfants sont renvoyés et ceux qui restent le sont dans des familles en fait. Est-ce que dans les zones occupées, est-ce que ces enfants étaient vus en tant qu'ennemis d'État ou pas? Ennemis. En tant qu'ennemis d'État. En France, vous voulez dire, ou En France, en Belgique, à partir de l'occupation? Moi je pense, enfin je le dis, le gouvernement manifeste une préoccupation en disant ok on accueille mais pas de politique, etc. Je pense aussi que c'était un peu lié à leur âge. Effectivement les enfants plus âgés devaient être... et d'ailleurs on le dit, les garçons plus âgés étaient moins adoptés aussi que les petites filles. Ça participait peut-être aussi de cette méfiance. Mais disons qu'en France, la situation, en fait, quand on pense aux réfugiés espagnols, la situation est un peu différente parce que déjà en mai 38, Daladier fait passer un décret sur les indésirables qui permet à la France d'ouvrir des camps d'internement, mais certains camps d'internement vont fonctionner comme des camps de concentration parce qu'avec Gurs, il y aura des épidémies, des conditions sanitaires et disciplinaires telles qu'il y aura un taux de mortalité énorme. Et donc en fait, je pense que, et ça s'est pas produit en Belgique. Je suppose, hein, c'est une question. Donc la France, à ce niveau-là, a un statut, moi je mettrais accueil avec beaucoup de guillemets, puisque les réfugiés espagnols, quand ils arrivaient, ils étaient internés, y compris sur la plage d'Argelès. C'est-à-dire qu'on a mis des barbelés autour de la plage, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien, et ils étaient entassés. Bon, ils étaient considérés comme indésirables, hein, c'est le terme du décret, et effectivement, ils n'avaient plus aucune place nulle part. C'est-à-dire que c'est bien ce que décrit aussi Arendt à propos des réfugiés et des apatrides. Ils étaient caractéristiques d'une population qui était rejetée de son pays, mais qui n'allait pas dans un autre pays comme une terre d'accueil, qui n'était pas accueillie, qui était indésirable en tant que telle. Donc bon, les enfants, je sais qu'il y avait des familles, il y avait des mères, il y avait des camps en France où il y avait des mères et leurs enfants. Je ne sais pas s'il y avait des colonies, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le régime d'accueil entre guillemets en France est bien particulier et différent de celui de la France. Mais je pense qu'il y a eu pas bien glorieux pour la France, bien avant la guerre, hein, avant 1939. Oui, je pense qu'il y a eu des colonies effectivement comme en Belgique, des colonies d'accueil, mais à partir du moment où il y a cet exode de 1939 et cette arrivée qui déborde complètement les autorités françaises, etc., je pense que effectivement, ils sont parqués dans des camps, les enfants, femmes et hommes mélangés à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on leur propose comme solution à un moment donné? C'est retourner en Espagne, alors qu'ils en sont sortis comme combattants républicains, soit s'exiler en URSS ou au Mexique principalement, soit entrer dans la Légion étrangère ou dans les compagnies de travailleurs. C'est pas non plus des choix... libres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des choix imposés et qui ont beaucoup de contraintes.